Moi, je suis Aveyronnais, personne ne peut pas me dire que je suis pas Aveyronnais. Je leur ai dit, mais vous êtes d'où? Qu'ils me disent, c'est pas parce qu'ils ont eu la chance d'y être nés. Moi, je l'ai choisi, donc mon amour, mon attachement est plus fort. Finta, c'est le podcast qui nourrit des esprits, des envies d'agir et des espoirs très concrets à l'échelle locale. Finta part de l'Aveyron pour explorer les voies de la ruralité à la rencontre de celles et ceux qui incarnent la diversité et l'incroyable vivacité de ce territoire. Je m'appelle Lola Cross, je suis journaliste et j'ouvre mon micro dès maintenant. J'ai vu écrit de lui qu'il était le Barack Obama du Ségala. Et si l'image le fait rire, il n'est pas peu fier d'incarner, à l'échelle a minima aveyronnaise, ce modèle d'intégration sociale. Premier maire noir du département, élu en 2014 et réélu haut la main en 2020, avec un score digne des démocraties africaines, il en rigole aussi, Simon Oro est originaire du Togo. De sa volonté de devenir prêtre jusqu'au petit boulot à son arrivée en France, en passant par l'armée, Simon Oro a fait de chaque embûche sur son chemin un tremplin. Et si c'est par la mêlée qu'il dit avoir gagné la confiance des Aveyronnais, sa métaphore rugbystique l'accompagne dans tout son engagement politique. Après s'être livré dans de nombreux médias, Simon Oro s'apprête à dévoiler son histoire dans un livre, à paraître le 12 novembre prochain. Une manière de se réapproprier son parcours, ses mots et ses rebonds. On en parle tout de suite dans l'épisode, enregistré dans sa petite bourgade de Sainte-Juliette-sur-Viorre. Bonjour Simon. Bonjour. Vous m'accueillez aujourd'hui dans votre village. On est à Sainte-Juliette-sur-Viorre, sur le Ségala. C'est ça. Qu'est-ce qu'il représente, ce village, pour vous? Ce village, pour moi, c'est un exemple que je voudrais que beaucoup de communes françaises prennent. En fait, c'est l'ouverture. C'est beaucoup de relations humaines. Voilà. La considération de l'autre, l'acceptation de l'autre et le bien vivre ensemble. On le retrouve ici à Sainte-Juliette-sur-Viorre. Il y a 600 habitants sur la commune. À peu près. Et vous en êtes donc le maire depuis 2014. C'est bien ça. Vous avez été réélu l'an dernier pour un second mandat. C'est ça. Après, déjà un premier mandat en 2008 comme conseiller municipal. Tout à fait. Si j'ai bien compris. À quel moment est-ce que vous arrivez vraiment à Sainte-Juliette? Moi, je suis arrivé, j'ai posé mes pieds en 96. Je venais en vacances, donc j'étais en Charente-Maritime à l'armée. J'étais un ancien militaire engagé dans l'armée de l'air, donc je venais, j'avais de la famille ici, donc j'ai posé mes pieds en 96. Et en France en 94? C'est ça. C'est ça. Mmh. Donc vous êtes togolais. C'est ça. Vous êtes né, vous avez grandi au Togo. Vous partiez plutôt sur une carrière de prêtre. Alors, je sais pas si Vous avez su... Je sais oui, ça, oui, c'est vrai. oui, je suis rentré au couvent, au séminaire à 12 ans. Ok. Mmh. Et qu'est-ce qui fait que ça n'a pas... Ouais, c'était vraiment l'année, on était dans les années 83. Ensuite, il y a eu la crise. Je pense qu'il y a une crise que nous, les jeunes, on n'a pas vue. Donc, qui avait impacté directement ou indirectement les finances de la structure du séminaire. Plus quelques soulèvements, faute de moyens, donc les prêtres, nos éducateurs de l'époque, ont voulu révéler leurs difficultés. Et nous, on les a suivis pour les soutenir. Et donc, plus la crise, plus ce soulèvement, ce qui n'est pas admis, si vous voulez, dans l'idéologie catholique. Donc, il a été décidé en 80, je sais plus, 10, un peu avant, la fermeture de la structure. Et donc, à ce moment-là, vous savez que vous n'irez pas plus loin, que vous allez changer de voie? Non, pas du tout, parce que d'ailleurs on était la plupart à être reversés dans des lycées catholiques et j'ai des camarades de promo qui sont prêtres aujourd'hui, qui viennent me voir, qui officient dans des paroisses en Europe. Mais moi, je vous raconterai plus tard, c'était un concours de circonstances qui a fait que du séminaire, j'ai été enrôlé dans l'armée. Oui, il y a eu une transition surprenante là déjà. Et ouais, c'est des vies différentes. Alors pourquoi vous voulez le raconter plus tard? Non, mais je peux vous... Non, mais c'est pas plus tard où c'était pas voulu, c'est pas calculé. En fait, je me disais, c'est mon destin, c'est comme ça.
Séminaire, oui, j'étais jeune catholique fervent, enfant de cœur, donc j'étais beaucoup plus dans le milieu des congrégations, des associations catholiques. Donc, voilà, j'avais à l'époque ce milieu qui était ma famille, donc c'était naturellement pour moi l'appel de Dieu à servir Dieu. Donc il n'y avait pas de question à se poser, c'était une vocation. Et puis après, quand on était dans les lycées où on a continué notre scolarité, et il y a eu, voilà, un jour, on me dit qu'il y a l'armée française qui vient faire passer des tests pour recruter des jeunes militaires et les former en Europe. Donc c'était, voilà. C'était pas calculé, donc on était allés, on était plusieurs, on était quelques-uns à être retenus. Il faut être envoyé à l'école des sous-officiers ici à Rochefort. À Rochefort, après vous avez fait 1 an en Allemagne? Après, Dans oui, j'ai l'armée? été travailler aussi en Allemagne, à Rastatt, dans le cadre militaire. Puis bon, après, voilà, j'avais fait le tour, j'ai fait mes 5 ans. Et je suis resté par contre 2 ans en Allemagne où j'ai travaillé un peu dans tout. J'ai fait de petits boulots. Le destin m'a ramené donc en Aveyron et où, à Sainte-Juliette exactement, où résidait donc mon épouse et sa famille. Vous vous souvenez du moment où vous arrivez? Qu'est-ce que vous dites en rencontrant cette ruralité aveyronnaise après l'Allemagne? Oui, disons que de l'armée, je connaissais déjà un peu. J'aimais bien la mentalité aveyronnaise, puisque j'ai été séduit. J'ai été séduit parce que on n'avait pas eu de difficultés au fait à s'immiscer dans la population aveyronnaise. On avait beaucoup d'amis. D'ailleurs, dans mon livre, je le dis exactement. Vous allez le lire. On se faisait inviter. Il n'y avait pas de réticence physique, visuelle. Non, il n'y avait rien. On s'y plaisait vraiment. Et donc du coup, ma fin de parcours donc en Allemagne, on a décidé d'habiter ici. Il n'y avait même pas eu de questions. Je me rappelle, je le dis aussi dans le livre, j'avais mon Opel Kadett que j'ai acheté en Allemagne et je l'ai rempli en déménageant à bloc. Je disais que c'est comme mes amis qui partent au Maroc ou en Algérie, comme on dit au bled, la voiture chargée. Je suis arrivé un jour comme ça, après 10 heures de route, dans ce beau village que je connaissais bien sûr, mais là j'y venais pour y vivre. Et j'aurais jamais imaginé ce qui m'attendrait à la suite. Bon, la preuve est que je me sens toujours bien et je suis le premier magistrat de cette commune. Oui, parce que bon, vous avez annoncé la grande nouvelle, c'est que vous sortez un livre dans le courant du mois de novembre. Voilà, exactement, le 12 novembre dans les points de distribution sur Amazon et à la maison des livres où le samedi 13, il est prévu une matinée de dédicace. Donc, dans ce livre, vous racontez tout votre parcours. Vous avez une grosse médiatisation autour de vous. Vous étiez le premier maire noir de l'Aveyron. Je crois, aux dernières nouvelles, que vous êtes toujours que 3 maires noirs en France. En France, ouais. Sur 36 000 communes, quand même, il faut le rappeler. Mmh. Au Parlement, ça va plutôt un peu mieux dans la représentation nationale, mieux Oui. que dans les communes en tout Oui, cas. il y a eu l'avènement de Macron avec le nouveau visage politique, et donc ce qui fait qu'au Parlement, bon, c'est un peu plus coloré. Oui, il y a une quinzaine, je crois, Voilà. de parlementaires noirs. Ouais. Vous êtes toujours ramené à votre couleur de peau. Est-ce que vous sentez qu'en vivant en Aveyron, vraiment, on vous y ramènera toujours? Après, il y a le choix d'écrire un livre qui fait que vous l'expliquez vous-même, finalement, ce parcours? Moi, je me retiens pas sincèrement. À une époque, oui, je faisais fixation à ma couleur. J'ai dit dans une interview que je me surprends à être noir. Je me vois pas noir, en fait. Si, certains événements, certains regards, certaines remarques qui nous ramènent à ça, mais il faut dépasser ça. Si je m'étais pas convaincu que j'étais capable de devenir maire, je l'aurais pas fait. Et si j'avais regardé ma couleur par rapport aux autres, je l'aurais pas fait non plus. Donc à un moment donné, on montre ce qu'on veut que l'autre perçoit en fait. Et
je montre ma capacité. Je ne veux pas dire que je suis plus capable qu'un autre, mais je pourrais faire au moins autant et pourquoi pas moi, quoi. Donc, quand on dit pourquoi pas moi, il faut laisser ses a priori de côté. Ça ne fait pas avancer, en fait. Vous dites, je crois que c'est dans l'interview que Brut vous a accordé en ligne, une interview, vous le rappelez souvent, qui a été vue par plus de 6 millions de personnes et énormément de personnes qui vous écrivent depuis. Vous avez vraiment des bons retours à partir de cette interview-là, qui a d'ailleurs été un peu à la base de l'écriture du livre. C'est ça. Puisque finalement, vous avez senti qu'il y avait un sujet, a priori, autour de votre parcours, un sujet qui pouvait inspirer. Ce sujet, oui, il y en avait tant de ceux qui ont eu le même parcours que moi dans les difficultés, ceux qui l'ont pas eu et ceux qui s'en apercevaient pas aussi de ce qu'on peut toucher l'autre sans le vouloir. Et il y avait de tout, en fait, la concordance de ces témoignages, même des gens qui sont pas de ma couleur, mais qui ont réalisé qu'effectivement, il y a certaines choses qui doivent pas se dire, se faire. Et ceux qui l'ont suivi, je lisais encore l'autre jour, j'ai pas lu tous les messages encore des internautes depuis 2019 par rapport à Brut. Il y a un rugbyman donc qui jouait à un niveau plus haut que moi en Pro D2 à Toulouse, Impalbi, et qui a arrêté sa carrière parce que il avait pas eu la force de dire stop à ses et je vais dire même que ce soit des copains sur le terrain qui faisaient des blagues. Ça devenait trop, en fait. Il se sentait être dedans et en même temps être à côté. Et donc, du coup, il a arrêté sa carrière. Il m'écrivait justement que mon histoire, c'est la sienne et que bravo à moi, moi j'ai tenu, je suis allé au-devant, que lui n'avait pas pu et que c'était un de ses regrets. Il était fier quand même que ces mots soient posés, dits et compris, pour ceux qui veulent le comprendre. Ça veut dire que votre histoire, elle ouvre plein de portes, en fait, à des gens qui peut-être ont eu un regret à un moment de leur vie, mais qui aujourd'hui vont se sentir capables, peut-être, par votre histoire. Oui, parce que je vous fais une confidence. Nous, quand on est arrivé ici, vous savez, avec quel que soit le bagage qu'on avait, on n'avait que des métiers réservés. On trouvait plus facilement aux abattoirs. On va trouver plus dans la manutention, alors que voilà, il y avait un bagage quand même, je vais dire. Et de plus en plus, depuis surtout 2014, où je dis pas que ça tenait qu'à moi, la génération de nos enfants, ils ont pris confiance en Aveyron. Et quand je les vois aujourd'hui dans les banques, dans des collectivités, dans des postes, j'en suis fier et ils en sont fiers aussi parce que je me rappelle au lendemain du reportage de France 2 où je sentais une fierté quand même, une fierté dans le regard. Les têtes étaient pas basses mais hautes. Dans le village ? Non, partout que je passais, où les gens m'identifiaient, c'était une fierté. Je pense que ça a pris, et même pour les Aveyronnais et pour la diaspora qu'on peut appeler, il s'est passé quelque chose. Mes bons amis, collègues maires, de fois autour d'un verre, ils me disent, mais si on ne te connaissait pas, on n'aurait pas imaginé. Voilà, ça veut tout dire, en fait. Ça fait un déclic et tant mieux. Comme Obama, comme tout ce qui est minorité, je veux dire que ce soit les femmes, ont saisi l'occasion, c'est une bonne chose. Justement, il y a un article dans Boudu, le magazine toulousain, qui vous... C'est pas vrai, vous êtes allé fouiller là-bas? Moi, j'ai pas eu à fouiller très loin. Mais en tout cas, il vous appelle le Barack Obama du Ségala. Et l'article commence par ça, j'ai trouvé ça... Le clin d'œil est sympa, en tout cas. Ouais. Ça retrouve ce que vous dites de la fierté, finalement, Ouais. de ce qu'a représenté Obama au niveau mondial. C'est un peu à l'échelle, oui, voilà. Nous, on était ici, mon histoire, c'est l'échelle locale, à la limite de l'Occitanie, mais là, quand on voit tout ce qui se passe dans ce grand pays, la première puissance du monde, avec l'avènement d'Obama, c'est démultiplié, quoi. C'est vraiment démultiplié. Qu'il y en ait d'autres
comme ça pour que le monde soit plus convivial à vivre, vraiment. Je voudrais revenir à ce que vous disiez juste avant à propos de la génération donc de vos enfants. Vous dites que votre plus grande victoire, finalement, c'est que votre fille, aujourd'hui, soit décomplexée. Ouais. Décomplexée. N'ait plus, du moins, les mêmes complexes que vous pouviez Oui, avoir. oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle s'autorise, votre fille, à tout. Cette génération s'autorise à tout parce que peut-être sans mon avènement, ils y arriveraient, mais pas peut-être aussi tôt. Ils sont nés, ils ont été éduqués pareil. Ils n'ont pas nos accents mélangés avec togolo, aveyronnais. Ils ont les codes ici. Mais c'est l'acceptation du reste de la population. Donc, je pense que l'effet du premier, ça déclenche et de ce côté-là et du côté d'en face. Et comme je vous dis, quand je rentre dans une banque, quand je rentre dans une société, que je les vois prendre des postes que nous, on ne pouvait pas prétendre à l'époque, je pourrais être que fier. J'avais été, c'est plus en 2020, quand il y avait Moed Altrad, à la CCI, dont j'étais un ami proche, on s'appelait, on s'écrivait. J'ai trouvé son humilité à ce type, à qui que j'avais un jour écrit, courrier. Et le lendemain, quand il a reçu le courrier, il m'a appelé. Et on était restés en contact un peu moins là maintenant, et qui disait justement à l'Assemblée, lui, on lui a pas fait confiance parce que on se disait, le petit rebeu qui arrive, les banquiers, etc. Aujourd'hui, il emploie quand même 3000 salariés à travers le monde, justement. Et j'ai pris la parole pour enchérir ses propos. J'ai dit aux chefs d'entreprise, ceux qui étaient se reconnaîtront, d'ouvrir leur mentalité, d'ouvrir les opportunités. Il y en a partout les talents, ça regorge. Prenons-le, quoi, là où ils sont. Donc Moed Altrad, juste pour resituer, donc, qui est le patron du groupe Altrad à Montpellier, qui est aussi le président du club de rugby de Montpellier. C'est ça. Et justement, donc, si on revient à votre parcours à vous, quand vous arrivez en France, vous le dites, hein, que vous avez vécu de petits boulots. Oui. Donc vous êtes passé par les abattoirs que vous citiez. Vous avez été videur de boîte de nuit. Quoi d'autre ? Oui, j'ai fait souliers-restauration, RHT, en saisonnier. J'ai lavé les vitres à l'époque où, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait les cabines téléphoniques. Et ce que je m'apprécie, c'est que de ces boulots, j'arrive à passer d'une étape à une autre, en fait. Et c'est ce qui est bien, en fait, il y a une progression sociale, que c'est ce que j'accorde volontiers à l'Aveyron, parce que du moment que on y est bien, on y est inséré, les portes s'ouvrent, en fait. Pas peut-être grandement d'un coup, mais petit à petit. Après, j'ai occupé le poste de responsable technique à la décharge de Saint-Radegonde au biogaz. Et puis, j'ai été pris à la mairie de Rodez. Et c'était la première fois qu'on embauchait, entre guillemets, un black au poste de responsabilité. Et voilà. Et puis, c'est de confiance en confiance qu'aujourd'hui, j'occupe le poste de responsable logistique à l'agglomération de Rodez. Voilà. Pour moi, l'Aveyron, c'est un tremplin. Et vous dites quand même que votre intégration, elle est beaucoup passée par le rugby. Ah oui. Je l'ai toujours dit et je pense que c'est vrai. Je l'ai dit à ceux qui me sollicitent, qui me demandent des conseils, de ne pas s'enfermer chez soi, en fait. Ça ouvre pas les portes. Le rugby, j'ai eu joué au foot aussi, hein, en 2000, mes copains ici. Après, je suis allé au rugby par le biais de Bastide du bowling, chez qui je faisais videur aussi, et qui m'ont conseillé de jouer au rugby. C'est pas si c'est mon gabarit, si c'est ma corpulence, mais bon. En tout cas, c'était une bonne direction qu'ils m'ont demandé de prendre. Le rugby, c'est beaucoup de camaraderie et beaucoup d'efforts ensemble.
Et du coup, ce public, et moi j'ai été révélé au public aveyronnais d'un par le métier de videur parce que j'ai vu et croisé beaucoup de jeunes de ma génération ou plus jeunes encore tout au long de mes 12 ans passés, en étant le soir, le week-end à la porte dans les boîtes et en travaillant la semaine, bien sûr. Et donc ce public, je les avais côtoyés et puis le rugby, ça a été mon révélateur. Surtout à Cassagne, mon club de Au LSA. LSA de cœur, où j'ai passé une bonne dizaine d'années. Vous dites que vous avez carrément gagné la confiance des Aveyronnais par la mêlée. J'ai lu ça dans une autre interview. Ah oui, la mêlée, c'est, y a pas de triche. Les gens regardent des choses, au fait. Quand on se mouille pour un maillot, quand on joue en collectif, c'est des valeurs, même la personne qui t'aime pas en face peut pas te la refuser, au fait. La mêlée, c'est tout un symbole de la solidarité. Et ça, en tant qu'humain, on l'a forcément en nous. On l'exprime plus ou moins fort ou moins fort. Mais la mêlée, c'est voilà, d'y mettre la tête et de pousser ensemble. Ouais. Et l'adversaire, on le fait reculer. C'est ça. Surtout, faut pas oublier l'objectif. Et donc, dans cette vie qui est pleine de rebondissements quand même, vous êtes un peu sur tous les terrains, c'est le cas de le dire. Comment vous arrivez à penser à l'engagement politique, finalement? Vous dites que l'engagement est le fil rouge de votre vie, dans tous les cas. Mais l'engagement politique, celui-là, de se penser premier magistrat, c'était pas un rêve, a priori? Non, c'était pas un rêve parce que je me disais que j'avais beaucoup d'énergie à apporter, j'avais beaucoup de choses à apporter. Et avec mon équipe de 2014 et celle de 2020, c'est ce qu'on s'évertue de mettre ici, c'est de la sympathie. Il en manque tellement. On a tout pour être heureux, de rendre nos administrés heureux. Et on est sensible à ça ou pas. Et nous, dans toutes nos actions, ce qu'on a mis en place, le mot d'ordre, le fil rouge, le fil conducteur, c'est ça. C'est de converger les gens l'un vers l'autre. Vous voyez? On peut qu'en être fier. Vraiment. En tout cas, moi, j'en suis fier. Donc là, vous êtes reparti pour un second mandat. Vous êtes au début de ce second mandat qui va vous amener jusqu'en 2026. Oui. Vous avez déjà dit que ce serait sûrement le dernier, parce que c'est quand même un mandat qui est éreintant, celui de maire. Oui, c'est beaucoup de temps. Il faut s'oublier un peu pour ça. Et on ne peut pas tricher. Si on triche, on n'y est pas, en fait. Et donc, l'engagement, comme dans le rugby, il faut être total. Quand on est en mêlée et qu'on est fatigué, il vaut mieux sortir, demander à sortir, qu'on mette un autre, hein, parce que il y a besoin de toutes les forces en tant que maire, de toutes les énergies. On oublie forcément, on fait un sacrifice de la famille et de soi. C'est un joli engagement. Et pour l'instant, on verra la fin du mandat. Quel plaisir est-ce que vous y prenez à être maire? Animer, coordonner, faire travailler ensemble. Vous savez, quand on est arrivé, il y avait des générations, pourtant le territoire de Sainte-Juliette est vaste, mais pas aussi étendu. Il y avait des générations qui se voyaient plus. Ils se voyaient avant dans les foires. Les foires, il y en a de moins en moins. Ou à l'église, ils y vont de moins en moins. Et plus c'est sorti de dimanche, ils se voyaient de temps en temps aux enterrements. C'est triste. Donc l'idée qu'on avait portée, c'était d'inviter ce public aussi, nos aînés, à se retrouver une journée ensemble autour d'un repas. Et j'ai toujours les mots qui résonnent à moi. Les premières années, la plupart, ceux qui ont voulu l'exprimer, ils m'ont dit merci. Merci pour ce que vous faites parce que ça nous rapproche. Voilà. Rapprocher les gens. Ça me plaît, moi, ça, de rapprocher.
Sur le livre, justement, donc, que vous vous apprêtez à faire paraître, qu'est-ce que vous racontez dans ce livre, finalement? Qu'est-ce qu'il restait à dire de ce parcours et des enseignements que vous en tirez, sûrement? Ce côté autre que j'ai pas dévoilé jusqu'à présent, quand on voit quelqu'un arriver ici, moi je suis aveyronnais, personne ne peut pas me dire que je suis pas aveyronnais. Je leur ai dit, mais vous êtes d'où? Qui me disent, c'est pas parce qu'ils ont eu la chance d'y être nés. Moi je l'ai choisi, donc mon amour, mon attachement est plus fort. Et ce livre raconte aussi justement ce parcours atypique. C'est ce jeune garçon qui a 6 ans. On lui annonce que son père va arriver. Il était où? Pourquoi je l'ai pas vu jusqu'à présent? Qui est-il? Pourquoi il est là? Pourquoi on est ici? Ah oui, on nous a dit qu'il habitait à la capitale, qu'il avait une entreprise, qu'on avait des frères et sœurs. Bon, ok, à 16 ans. On m'a dit le train qui va arriver à 11 heures. Pardi pour un jeune de mon âge qui commence à prendre conscience de l'existant. À 8 heures, j'étais déjà à la gare et j'attendais ce papa que j'ai jamais vu. Donc l'attente a été très 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 longue et je m'envisage pour la première fois sur ce papa aussi athlétique que moi aujourd'hui. On dirait une deuxième ligne qui arrive avec dans sa tunique à l'époque les stylos bic alignés et j'étais stupéfait devant l'armure, devant le personnage, l'émotion et je fixais que ces stylos. Voilà, j'avais énormément de questions à lui poser. Pourquoi on n'est pas avec toi? Pourquoi mon frangin, ma frangine et moi, on est avec la grand-mère? Pourquoi? Et il n'y avait pas un mot qui sortait parce que forcément impressionné. Et je me rappelle de ce pas d'ensemble sur les 2 kilomètres de la gare à la maison familiale maternelle, marcher à côté d'un monstre pour nous, quoi. Et ça a démarré comme ça, où j'ai appris que ce papa nous avait gentiment renvoyé de la maison familiale parce que maman était tombée malade et qu'à l'époque, vu que on mettait pas de nom sur les maladies, il fallait pas que maman contamine les autres, donc elle a été priée de partir. Et je suis venu habiter donc dans ce village avec ma grand-mère à l'amour de ma vie que vous découvrirez tout le long du livre. Et de ce monsieur, mon oncle Martinel, le frère à ma maman qui m'a construit, qui était parti instituteur, qui nourrissait toute la famille. C'était comme ça, c'était culturel. Donc il y avait des cousins avec nous, nous on y était, on aidait un peu au champ, voilà, et on vivait, mais on vivait bien. Et cet oncle qui a aussi évolué et qui est devenu député plus tard de la République togolaise, donc qui a été aussi dans ma construction. Et en fait, ma vie a toujours été un départ. J'espère ne plus partir là, mais c'est deux départs, un départ à la recherche d'une famille, d'une communauté, voilà, jusque à l'armée où il fallait que je parte. Et j'ai décrit aussi ce choc culturel. Quand c'est là que c'est fort. On voit l'envie d'habiter ailleurs et d'y être vraiment plein dedans. Et quand on décide de retourner dans une autre culture ou la culture qu'on avait avant, où il y a ce choc. Tout simplement, je racontais dans le livre, je revenais gradé avec ma moto, ma tenue militaire, le béret, vraiment classique, le jeune, quoi. Et le lendemain, le premier jour donc de mon retour le lendemain, je cherchais encore endormi la salle de bain. J'en avais pas. Il m'a fallu quelques minutes pour réaliser que je suis plus en Europe, qu'il me fallait aller chercher de l'eau au puits et d'aller derrière la maison comme tout le monde faisait, de se brosser les dents et de se doucher.
Il y a eu quelques trucs comme ça. Je pense pas pouvoir revivre ça, en fait. Dans la décision de repartir. Repartir pour faire quoi? J'avais le choix d'aller à la Légion étrangère. J'ai été passé 3 mois. Et c'est pour ça, je vous dis, c'est que des départs et des choses peut-être par destin. À la fin, moi qui ai aidé des jeunes qui sont venus d'Asie, de pays de l'Est, qui comprenaient même pas un mot français, ont été pris. Moi, on m'a dit, vous êtes recalés. L'étonnement. Les questions qui se posaient, c'était largement en dessous de mon niveau scolaire. J'ai compris plus tard que, voilà, je n'étais pas adapté au profil qu'ils cherchaient. Donc après, qu'est-ce qu'il faut faire? Inventorier sa vie, trouver une solution. Et des solutions, je les ai trouvées au fur et à mesure. Donc, c'est dans le livre jusqu'à aller m'installer ici, en 2008, où on m'a sollicité pour faire partie d'une équipe municipale. Mais il fallait pas trop que les gens me voient quand même. À ce moment-là, c'est ce qu'on vous fait ressentir? Ah oui. Vous le lirez aussi dans le livre. Quand on faisait la tournée des maisons, on est assez. Bon, je sais que ceux qui m'ont demandé de venir avec eux étaient ouverts, mais avaient peur de la réaction du reste de la population. J'avais de la famille ici qui venait me voir, me préparant à l'échec cuisant, voilà, de dire que c'est pas grave, hein, si t'es pas élu. Voilà, ça a été que des rebondissements et j'ai bien été élu au premier mandat. Puis après, je veux montrer qu'ils ont tort. Mais montrer par l'action. Enfin, vous êtes Par vraiment... l'action, voilà, je gueule pas. Dans la vie, il faut contraindre pas l'adversaire, la personne en face, à un système d'entonnoir. Il faut qu'il s'y engouffre et qu'il n'y ait que le trou juste pour cette personne de passer. Il ne pourra pas faire autrement. Montrer, démontrer et être sincère. Qu'est-ce que vous voudriez qu'on retienne du livre une fois qu'on le referme? Il y a des valeurs partout. Acceptons de les écouter, de les prendre, de les toucher et s'ouvrir. On ne peut pas s'ouvrir à tout le monde, bien sûr, mais faisons l'effort. Ça m'amène sur la dernière question du podcast, qui est toujours la même avec tous les invités et qui est assez philosophique aussi. C'est en quoi est-ce que vous croyez? Moi, je pense je crois à un monde de gens heureux. Vraiment. C'est peut-être de l'utopie. Mais on peut se faire notre monde autour de nous. Ce monde heureux. Tolérant. Merci beaucoup, Simon. Merci. Merci. Vous êtes arrivés au bout de ce nouvel épisode de la saison 2 de Finta. S'il vous a plu, parlez-en autour de vous, partagez-le à vos amis. C'est le meilleur soutien que vous puissiez apporter à Finta pour qu'il continue son chemin. Retrouvez Finta sur Instagram, sur Facebook ou sur LinkedIn pour ne rien rater des nouveaux épisodes et de leurs coulisses. Et si vous voulez recevoir chaque nouvel épisode directement dans votre boîte mail, vous pouvez vous abonner à la newsletter de Finta. On se retrouve dans 15 jours. D'ici là, gardez l'œil ouvert, soyez curieux.